C'est une loi de subvention aux mafias, aux dealers. Donc il est absolument urgent de la remettre en cause. Les interdictions n'éliminent pas le commerce de marchandises illicites. Les interdictions provoquent en revanche une augmentation de la violence et une augmentation du risque d'overdose. L'histoire récente des États-Unis comprend deux grandes périodes d'interdiction. L'interdiction au niveau fédéral de l'alcool de 1920 à 1933 et la guerre actuelle contre les drogues qui a commencé en 1971. Durant ces deux périodes, nous avons assisté à des augmentations du taux d'homicide en même temps que l'application de ces interdictions. Pourquoi les interdictions conduisent-elles à la violence? Tout d'abord, il nous faut reconnaître que l'interdiction de la production ou de la consommation d'une substance n'élimine pas son utilisation. Près de la moitié des diplômés du secondaire avouent avoir consommé une substance illégale au cours de leur vie. L'interdiction ne fait que déplacer le marché de la drogue dans l'économie parallèle. Les producteurs opèrent sur le marché noir et les consommateurs cachent leur comportement. L'analyse économique prédit une grande variété d'effets indésirables des marchés noirs. Nous avons des preuves qui confirment ces effets. Sur un marché noir, lorsque des différends surviennent concernant le territoire de vente, la qualité des produits ou le paiement, le système juridique ne peut pas être utilisé. Les consommateurs et les producteurs de drogue doivent résoudre leurs propres conflits et peuvent recourir à la violence pour le faire. La nature clandestine des marchés noirs a d'autres effets négatifs. Les consommateurs ne peuvent pas signaler leurs trafiquants de drogue aux autorités sanitaires pour avoir vendu de la cocaïne de faible qualité. Le manque d'options juridiques visibles pour attaquer la réputation de trafiquants de drogue de mauvaise foi conduit généralement à une moins bonne qualité et surtout à des drogues de qualité moins prévisible, ce qui augmente le risque d'intoxication et d'overdose. En outre, l'application de la loi nécessite des ressources pour faire respecter les interdictions. Le temps que les agents de police passent à pourchasser les trafiquants de drogue et les consommateurs est un temps qu'ils ne passent pas à attraper les assassins, les voleurs ou les violeurs. Les places de prison utilisées pour abriter les trafiquants de drogue et les consommateurs ne sont pas disponibles pour les autres, les plus gros criminels. Une estimation suggère que le taux d'homicide est de 25 à 75% plus élevé qu'il ne serait en l'absence d'interdiction des drogues. Si l'objectif est de réduire la consommation de marijuana, de cocaïne, de méthamphétamine ou d'héroïne, il y a d'autres décisions politiques disponibles. Des mesures comme celles que nous avons avec le tabac. Un âge minimum pour fumer et une vaste campagne de prévention peuvent maintenir la consommation de ces drogues relativement basse, tout en évitant les problèmes de violence et de faible qualité associés au marché noir. Il peut sembler paradoxal que les interdictions ne soient pas le moyen le plus efficace pour réduire la consommation d'un bien, mais l'analyse économique souligne que les interdictions génèrent des marchés noirs, et les marchés noirs entraînent d'autres effets indésirables. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Karel, d'où vient le cannabis? Eh bien, à la base, c'est une plante appelée aussi chanvre que l'on utilise en fait depuis des millénaires pour fabriquer du papier ou du tissu, mais qui contient aussi du THC, une substance euphorisante considérée comme une drogue. La consommation de cette drogue se fait souvent sous forme de joints à base de plantes séchées appelées l'herbe ou d'une résine appelée hashish. Le cannabis est de loin le produit illicite le plus répandu en France. 8,5% de la population en consomme régulièrement. En Europe, la moyenne est de 6,8. Ces dernières années, on note aussi une hausse de la culture personnelle. Il y aurait plus de 200 000 cannabiculteurs sur le territoire. Deuxième question, qu'est-ce que la loi française prévoit pour le cannabis, Karel? Alors, en vendre ou en cultiver est passible de 20 ans de prison et de 7,5 millions d'euros d'amende. En consommer, passible d'1 an de prison et de 3 750 euros d'amende. Mais dans les faits, les interpellations pour l'usage personnel sont si nombreuses que la peine la plus sévère est rarement appliquée. Dans le monde, quelques pays ont dépénalisé cette drogue. Les Pays-Bas tolèrent par exemple sa consommation, mais aussi sa vente en coffee shop. Le Portugal et l'Espagne acceptent une consommation limitée et uniquement dans un cadre privé. Enfin, 16 États américains l'autorisent, mais à usage médical. Avec une ordonnance, des patients peuvent en obtenir pour calmer certaines douleurs liées par exemple aux chimiothérapies. La substance psychotrope contenue dans le cannabis, celle qui modifie notre perception, s'appelle le tétrahydrocannabinol, ou THC. La marijuana que l'on trouve aujourd'hui peut en contenir de grandes quantités. Dans la région de la baie de San Francisco, c'est la ville d'Oakland qui semble la plus tolérante.
Ici, tout près de la mairie, un quartier de quelques rues a été baptisé Oxterdam. Richard Lee est bien connu ici et on le surnomme affectueusement le maire d'Oxterdam. Il y a 18 ans, il s'est retrouvé en chaise roulante suite à une fracture de la colonne vertébrale. C'est l'un des consommateurs et défenseurs du cannabis à usage médical. Pour lui, cette herbe ne soigne pas que le corps. Il vient de gagner son premier match de softball. C'est le meilleur arrêt-court, hein. Ce quartier d'Auckland avait besoin d'être revitalisé. Il n'était pas entretenu, il y avait plein de magasins fermés. On s'est dit que l'industrie du cannabis pouvait venir ici pour améliorer les choses et relancer l'économie. Richard Lee estime que le chiffre d'affaires généré par le cannabis à usage médical à Oxterdam a été de 24 millions de dollars en 2003. Cela veut dire que près de 3 millions de dollars de taxes sur les ventes auraient été perçus par la ville. Je crois qu'on a tendance à oublier le psychisme. C'est-à-dire qu'on parle de loi, on parle de... Mais il y a des personnes qui ont envie de fumer et qui fumeront pénalisés ou pas pénalisés. Puis d'autres qui n'ont pas envie de fumer et qui s'en foutent que ça soit pénalisé ou pas. Et donc cette régulation, elle se fait automatiquement, elle se fait en dehors des lois. Daniel Vaillant. Oui, moi je me suis jamais vraiment satisfait de l'idée de dépénaliser. Parce que ça ne règle pas le problème de l'approvisionnement, importation, production. Et trafic. Et ça permet le trafic, voire le cannabis chargé. Je veux dire par là que du cannabis poussé dans des hangars de Seine-Saint-Denis avec des lampes à sodium, ça peut vous donner du THC à 25 voire 28%. Qui peut poser quand même des problèmes comportementaux. Ou, enfin, quand même. Ça permettrait de contrôler la qualité en fait, du produit. Vous savez, moi je suis pas écologiste. Mais je pense qu'un cannabis naturel à 8% de THC est moins dangereux qu'un cannabis avec de la poudre de pneu ou de la plante avec des microbilles de verre pour l'alourdir et gagner plus d'argent. Pourquoi ce débat est-il tabou? Pourquoi est-ce qu'un ministre comme Vincent Payon, il y a quelques jours, ne peut pas le rouvrir? Vous disiez à l'instant, c'est pas l'ordre du jour, il ne faut pas en parler. Vous-même, quand vous étiez ministre, vous n'avez jamais ouvert ce débat. Vous y avez participé une fois que vous n'y étiez. J'étais tout à l'heure avec Manuel Valls. Je lui dis, mais je t'appuie complètement dans le fait qu'il faut répérimer les trafics, le crime, l'économie parallèle, les caïds. Mais il y a la santé publique. Et en matière de santé publique, je pense que la question mérite d'être posée. Mais Daniel Vaillant, il m'a dit, je ne suis pas ministre de la Santé. Il vous répond en matière de lutte contre la drogue, ce qu'il a dit, les limites, les interdits et les règles sont essentielles. Ce qui nous amène à quelque chose. Ça, c'est un débat quasi philosophique. Alors précisément, est-ce qu'il n'y a pas une dimension idéologique, une dimension morale dans ce débat? Et en l'occurrence, la droite récupère l'idéologie et la morale et les valeurs. Il ne fait aucun doute que le cannabis, comme l'alcool, est une puissante drogue. Et quelle que soit l'issue du débat sur le renforcement de la loi, des millions de personnes continueront d'en consommer. Et le problème, c'est que contrairement à ce que l'on peut observer à Amsterdam, les fumeurs ici ne savent pas ce qu'ils achètent et les risques qu'ils prennent. La drogue la plus populaire, c'est l'herbe. Elle se vend partout. Le gouvernement a alors le choix entre réprimer ou tolérer cette nouvelle manie de la jeunesse. Il décide de tolérer les drogues douces pour mieux lutter contre les drogues dures. La consommation et la vente du cannabis ne sont plus poursuivies. Les coffee shops font leur apparition, les touristes s'y ruent, et les pays voisins commencent à grincer des dents. Pour décrire chaque variété, je la compare à un alcool. Ça permet de mieux expliquer les effets, parce qu'ils sont très variables. Ah oui, vraiment. Alors vous êtes un peu l'œnologue du cannabis. Vous êtes une connaisseuse. Oui, c'est un peu ça. Vous arrivez à distinguer les différentes variétés. Oui. Je connais leurs effets à chacun. Alors parlez-moi de celui-là là-bas. Super Silver. C'est l'équivalent d'un vin rouge capiteux. Ah oui. Moi j'aime bien l'Ocean's 12. C'est un peu comme un bon cognac. Il est assez clair mais très fort. Vous êtes très détendu mais vous ne somnolez pas.
Et puis il y a le Maca Ice qui ressemble à un whisky. Il est un peu plus fort. Vous êtes encore conscient mais plus très mobile. Et puis il y a l'Isolator qui est le plus fort de tous. Ce ne sont que des cristaux compactés. Le taux de THC est de 50 ou 60%, ce qui est très élevé. L'effet est comparable à celui d'une demi-bouteille de tequila. Est-ce de la fabulation ou toutes ces nuances existent vraiment? Pour le savoir, je vais me soumettre à une dégustation en aveugle. Je m'apprête à fumer 2 joints contenant la même quantité d'herbe. L'une des variétés est censée être très forte et l'autre très légère. Arriverai-je à faire la différence? Je crois que je vais lui donner un hashish léger ce soir. On va commencer avec le King Hassan. Il est très agréable. Il vous fait planer doucement, un peu comme un verre de vin. Je pense que c'est pas mal pour commencer. J'ai l'impression d'avoir les lèvres qui collent. Est-ce qu'elles collent? Oui, elles sont un peu sèches. J'ai l'impression d'avoir la bouche complètement sèche. Très très sèche. Sous l'effet de cette variété, je me sens légèrement grisée, éméchée, comme si j'avais bu 2 verres de vin. Et mes réflexes sont encore potables. Je t'ai encore eu. Je bouge juste les épaules et toi tu démarres au quart de tour. Alors là, c'est le Malika, le plus fort de tous nos hashish. Hier, on lui a donné une variété plus douce, mais elle ne le sait pas encore. Et celui-ci est le plus fort de tous. Il a un effet euphorique, mais il est vraiment très fort. Compte pas sur moi pour la porter jusque chez elle. Regardez, elle attend. Elle a l'air nerveuse. Allons-y. On va voir ce qu'elle en pense. En voici un autre. C'est exactement la même quantité. Oui, la même quantité, mais d'une autre variété. Ok. Je ne sens rien pour l'instant, mais il faut attendre, c'est ça? Oui, ça va venir. Il faut que tu laisses les choses arriver. Je vais te chercher un café. Je vais te chercher un café. Je sens vraiment la différence par rapport à hier. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Salut. C'est terrible. Mes muscles sont engourdis, mon cerveau est en compote et je suis à 2 de tension. J'ai l'impression d'avoir trop bu et de ne plus rien maîtriser. Le 2e pétard est beaucoup plus fort que le premier. Même s'il est à prendre avec des pincettes, le menu de l'établissement permet au moins d'avoir une idée de ce qu'on achète. C'est comme le vin. Il y a plusieurs variétés de vin, et bien c'est pareil pour le cannabis. La différence, c'est que pour le cannabis, il y a plusieurs effets psychoactifs et des effets médicaux différents. Nos patients nous disent que le cannabis n'agit pas de la même façon selon les symptômes. À chaque maladie, son remède. Ici, on le trouve sous toutes ses formes. Imaginez qu'un patient se réveille le matin avec des nausées. Dans ce cas, je lui recommanderais ce spray. Un petit coup dans la bouche et ça agit en 10 minutes. Nous avons aussi du cannabis sous forme de crème. On met ça sur la peau et c'est bon pour l'eczéma, le psoriasis, la douleur musculaire, les problèmes d'articulation, l'arthrite, les migraines et même la calvitie.
La guerre contre la marijuana est aussi une guerre contre les malades et les mourants. Malgré l'approbation de projets de loi sur la légalisation de la marijuana à des fins médicales par la Californie